Que restera-t-il de nos villes quand la poussière aura tout recouvert? L'Afrique garde la réponse, sous son sable, sa jungle et son océan. Je t'emmène déterrer cette cité perdue, dont même tes manuels d'histoire n'osent pas parler. Salut explorateur, ici Civilisations et Continents. Si les ruines te passionnent, like la vidéo tout de suite, c'est notre carburant pour continuer à fouiller le passé. Accroche-toi, de la plus ancienne ville en banco du Sahel à un port pharaonique englouti, ces sites renversent tout ce qu'on croit savoir sur l'histoire du continent. Premier arrêt, delta intérieur du Niger. Derrière la majestueuse mosquée de Djenné se cachent des tels, des collines artificielles, vieilles de 2200 ans. Les archéologues y ont trouvé des foyers circulaires, des perles de verre importées d'Égypte et des noyaux de riz domestiqués. Preuve que Djenné était un carrefour agricole et commercial avant même Rome impériale. Tout est bâti en banco, un mélange d'argile, de paille et de beurre de karité. Chaque saison des pluies, la ville renaît littéralement. On replâtre les murs, on retisse l'histoire. Pourquoi l'avoir quittée? Le fleuve a changé de lit au Xe siècle, transformant la cité en un marigot insalubre. Ses habitants sont partis fonder la Djenné actuelle, 3 kilomètres plus loin. Mais plus au sud-ouest, une forteresse de latérite rouge défie encore le temps. Quand les Sénoufos du XXIe siècle arrivent dans la région de la Lobie, ils découvrent des murs titanesques, l'Oropénie. 6 mètres de haut, 2 kilomètres de périmètre, aucun mortier. Les blocs de latérite tiennent par leur propre poids, découpés comme des Legos préhistoriques. Les traditions locales parlent d'un peuple des pierres d'or. Peut-être les Koulangos, peut-être des marchands soninké venus contrôler le commerce de la poudre d'or vers l'empire du Ghana. En 2009, l'Oropénie devient le premier site UNESCO du Burkina. Mais faute de budget, seuls 8% de la forteresse ont été fouillés. Un mystère qui mérite mieux. Tu ne trouves pas? Cap à l'est. Au large de la Tanzanie flotte Kilwa Kisiwani, l'île qui fit trembler les marchands vénitiens. Au XIIIe siècle, son sultan contrôle l'or qui descend du Zimbabwe jusqu'à l'océan Indien. On y frappe un dinar si pur que les pèlerins de la Mecque le préfèrent au dinar d'or de Bagdad. Les palais sont bâtis en corail fossilisé. Le plus grand, Ousouni Kouboua, compte 175 pièces, un bassin intérieur digne des villas romaines et un escalier qui menait autrefois directement au Caravelle. Quand les Portugais arrivent en 1505, ils décrivent une ville plus belle que nulle autre en Afrique orientale. Moins d'un siècle plus tard, Kilwa est une coquille vide. La malaria, les taxes portugaises, le mystère reste entier. À 120 km au nord de Mombasa, la jungle avale des mosquées blanches et des maisons à colonnes. Bienvenue à Djeddi. Abandonné vers 1600 sans trace de guerre, Djeddi possédait pourtant des rues pavées, un système d'égouts en terre cuite et même des toilettes à chasse manuelle. Un luxe rare pour l'époque. Dans les greniers, on a trouvé des poteries Ming, des perles indiennes, une épice yéménite. Preuve d'un réseau qui reliait la côte Swahili à la Chine, bien avant la mondialisation moderne. Pourquoi partir? Peut-être que le commerce a migré vers Malindi. Peut-être que la nappe phréatique s'est salinisée. Les registres restent silencieux. Mais au sud du Limpopo, une cité d'or brillait déjà. Sur une colline surplombant les savanes du Limpopo, reposait Mapungubwe, la montagne des chacals. Entre 1050 et 1270, c'est le cœur d'un royaume qui expédie ivoire et or jusqu'à Kilwa. Les rois vivent au sommet, séparés du peuple par des falaises calcaires, et le sacré. En 1932, des étudiants découvrent une tombe royale et un trésor. Sceptre d'éléphant, bâton de femme-oiseau, et surtout un rhinocéros d'or grand comme une main. Symbole de pouvoir, il pesait 139 grammes. Quand le climat devient plus sec au XIIIe siècle, Mapungubwe décline. Ses élites migrent vers le nord-est, fondant le futur Grand Zimbabwe. Parlant de disparition, certains empires ont sombré littéralement sous l'eau. Imagine un port pharaonique plus grand qu'Alexandrie, perdu sous 10 mètres d'eau. C'est Tonis Héracléon. Au premier millénaire avant Jésus-Christ, chaque navire grec devait y payer une dîme avant d'entrer dans le Nil.
Sa fortune reposait sur les céréales, l'huile et les miracles d'Hécate. Début 4e siècle avant Jésus-Christ, un séisme fissure le sol marin. L'eau s'infiltre, le limon liquéfie le sous-sol. En une nuit, temples et statues plongent dans l'oubli. Redécouverte en 2000 par l'équipe de Franck Gaudiot, la cité livre, depuis des colosses de granit rose, des galères intactes et le plus grand trésor de monnaie d'or d'époque ptolémaïque jamais exhumé. Plus à l'ouest, une capitale du sable attend toujours ses archéologues. Chroniqueurs arabes du XIe siècle. Une ville double, l'une musulmane, l'autre royale païenne. C'était Koumbi Saleh, capitale de l'Empire du Ghana. Au cœur du désert, 15 000 habitants vivaient du commerce du sel et de la poudre d'or. Les maisons nobles utilisaient le banco doré, argile mélangée à des paillettes d'or pour refléter la lumière solaire. En 1960, une mosquée de 60 mètres x 20 mètres sort des dunes. Son mihrab pointe toujours vers la Mecque. Seuls 2% de la vieille ville ont été fouillés à ce jour. Pression climatique, conquête almoravide, épuisement des mines. Les raisons de l'abandon s'empilent comme les couches de sable qui l'ensevelissent. 7 cités, 7 climats, 7 destins. Mais toutes prouvent une chose. Le passé africain est bien plus dense, connecté et cosmopolite qu'on ne l'enseigne encore. Pourquoi ces sites restent-ils méconnus? Manque de fouilles, conflits récents, financements mondiaux. L'Afrique reçoit environ 4% du budget archéologique global. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un pouce, partage-la et commente la cité qui te fascine le plus.